m'a demandé d'intervenir sur la notion, sur la distinction entre éthique de responsabilité et éthique de conviction, avec un petit peu deux aspects. L'aspect général, enfin trois aspects. L'aspect général, c'est d'où est-ce qu'on vient intellectuellement avec cette notion d'éthique de conviction et d'éthique de responsabilité, quels sont les présupposés intellectuels, philosophiques, où est-ce qu'on va intellectuellement aussi avec cette notion-là, cette idée-là, et comment est-ce que cette distinction nous entraîne malgré nous dans une certaine vision de la laïcité et en quoi elle concerne en fait l'objection de conscience, en quoi elle concerne la possibilité de notre conscience de faire objection, comme on disait tout à l'heure. En clair, la distinction entre éthique de conviction et éthique de responsabilité s'exprime de façon assez simple. Vous avez vos convictions, bien sûr, personnelles, elles sont respectables, vous avez le droit de les avoir, de les développer, mais vous avez aussi des responsabilités, notamment une responsabilité de remplir une mission de service public, ou une mission de santé, ou une mission juridique, ou n'importe quel genre de mission d'un service public qui est laïque et qui par conséquent fait abstraction en principe de vos convictions, notamment de vos convictions religieuses. Ils se dirigeront, alors après on rentre dans cette espèce de mystique très, très intéressant, ils se dirigeront sur une même route éclairée par une seule transcendance, la transcendance sociale. Vous voyez, l'individu, alors autrement dit, finalement, la transcendance qui était celle de la loi naturelle, qui était, parce que cette loi naturelle c'est une mémoire, c'est quelque chose qui me précède, quelque chose dont je fais mémoire, c'est-à-dire que au fond je m'en souviens, non pas comme quelque chose que j'ai inventé, mais je m'en souviens comme quelque chose qui précède ma raison elle-même. L'enfant, à l'apparition de sa raison, c'est pas sa raison qui, à force de raisonnement, lui dit il faut faire le bien. Cette exigence de faire le bien précède même l'apparition de notre raison, et notre raison n'est là que pour réfléchir à comment faire le bien. Et par conséquent, cette transcendance de la conscience morale doit être remplacée par la transcendance sociale. Pierre Simon ajoute, l'individu n'est pas encore au pouvoir, donc on n'est pas encore dans une société hyper individualiste, enfin pas encore assez, mais déjà la société prend le pas sur la transcendance. La conscience naît de son être collectif. La conscience naît de son être collectif, ça renvoie à Marx, hein, ce n'est pas la conscience qui détermine ma vie, mais c'est ma vie qui détermine ma conscience. Finalement, notre être collectif, la société, doit déterminer notre conscience. Donc, chacun ne détermine pas sa conscience, mais la société doit déterminer la conscience des hommes pour que nous puissions construire une société hyper pluraliste dans laquelle chacun va développer absolument son identité dans la tolérance la plus grande, mais finalement la tolérance la plus grande suppose que je renonce à tout jugement pour justement tout tolérer, de telle sorte qu'on puisse enfin vivre en paix. 1968 nous offre deux hypothèses. La révolution sexuelle dissolvant les valeurs réputées fondamentales par la société, la religion et les tenants de la morale qui s'y réfèrent, entraînera ou bien la chute de cette société, ou bien sa mutation en société pluraliste. Le type de société à instaurer allait déterminer pour nous, en France tout du moins, le moyen à utiliser en fonction du régime politique en place. Néo-rousseauisme ou société permissive, ou bien société pluraliste. C'est cette dernière que nous avons choisie comme objectif. Voilà. Donc c'est vraiment ça l'objectif, et la laïcité n'étant que le moyen, encore une fois, de promouvoir une société pluraliste dans laquelle on est bien obligé de demander à chacun de renoncer à sa conscience. Et Pierre Simon termine, alors par une citation qui est un petit peu longue, mais on a le temps. On peut schématiser en deux alternatives opposées le devenir de la société occidentale et imaginer deux modèles extrêmes vers lesquels elle peut tendre, et alors c'est ça qui est important par rapport à la sexualité, deux modèles extrêmes vers lesquels elle peut tendre et où la sexualité n'interviendrait que comme une variable parmi d'autres. D'un côté, une société hyper complexe, à forte cohésion interne, qui aurait su intégrer la libéralisation des mœurs tout en maintenant la structure familiale de base, qui aurait su également supprimer les tensions de toutes sortes génératrices de déséquilibre et de frustration, capable d'une grande tolérance à l'égard des déviances. Cette sexualité épanouie ne peut se concevoir que dans un contexte économique, politique et moral serein.
Elle présuppose en particulier la capacité des sociétés occidentales à renouveler leur image du monde, à formuler de nouvelles fins collectives et à s'inventer une nouvelle morale. Cette morale, donc, de la resignification. Donc, vous voyez, au fond, si on arrive à faire en sorte que la sexualité soit une variable parmi d'autres, tiens, on va faire un match de tennis, ok, ah ben non, plutôt une relation sexuelle, oui, d'accord, on a le temps. Eh bien, si on arrive à faire ça, alors, société hyper complexe, hyper tolérante, hyper individualiste, dans laquelle finalement tout se vaut, tout est pareil, tout est indifférencié, il n'y a pas de différence entre les choses. Et comme il n'y a pas de différence entre les choses, la conscience n'a pas à s'exercer, elle est remplacée par la conscience transcendante sociale, c'est-à-dire le droit finalement, qui me dit ce qui est bien, ce qui est mal, ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire. Et puis, à l'autre extrême, continue Pierre Simon, une société en voie de désintégration, incapable de préserver ses institutions, y compris l'institution matrimoniale, incapable de surmonter les conflits d'intérêts ou de valeurs, où la dévalorisation des relations sexuelles serait un des aspects de la dépréciation plus générale des rapports humains. Ce modèle ne peut être que celui d'un État transitoire, ayant toutes les chances de déboucher à terme sur une société à type totalitaire, sur une société à pouvoir totalitaire de type fasciste. Vous voyez, donc Pierre Simon a bien vu aussi l'alternative. Soit on y arrive parce que personne ne résiste, et à ce moment-là ça va, soit on n'y arrive pas parce qu'il y a des résistances, et à ce moment-là, nécessairement, on sera dans une société un petit peu totalitaire. Alors, très rapide conclusion, et puis on pourra éventuellement passer un certain nombre de questions. Il me semble que c'est cette question de la transcendance de la loi naturelle qui est vraiment l'enjeu crucial ici. La source du droit est-elle dans la volonté générale changeante des peuples, ou bien faut-il aller la chercher encore un peu plus loin dans la transcendance de la conscience? Est-ce que c'est la transcendance de la conscience ou la transcendance de la société? Voilà un petit peu le type de question. Alors j'ai bien conscience d'être resté très général dans mon propos, c'est exprès, hein, c'est pour pouvoir ensuite que, selon les questions qui vont se poser, on puisse appliquer un petit peu plus précisément cet éclairage, mais il me semblait intéressant de voir déjà ce qu'est cette distinction entre éthique de responsabilité et éthique de conviction, sur quels présupposés elle repose, comment est-ce qu'on peut en sortir à partir d'une éthique du bien fondée sur cette exigence du bien qui est notre exigence profonde et qui est en fait la loi naturelle, qui va pouvoir se traduire, si on réfléchit à des préceptes, par des préceptes de droit naturel, mais sans penser qu'on est pour autant dans le monde des bisounours, c'est-à-dire que nous sommes entourés dirigés par des gens qui savent très bien où ils vont, qui veulent aller dans une société pluraliste où la transcendance sociale remplacera la transcendance de la conscience.